40 pompiers devraient arriver pour relever les équipes qui ont travaillé toute la nuit, toute la matinée également, puisqu'il y a eu plusieurs reprises de feu. À l'heure où l'on se parle ce matin, c'était du côté de Jonquière, du village de Jonquière, qui a été évacué par mesure de précaution. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est derrière cette colline où les Canadair pour tenter d'éteindre le feu. Ce que l'on peut vous dire en tout cas, c'est qu'il y a au moins 4 Canadair, 2 Dash, un hélicoptère lourd, 2 hélicoptères bombardiers d'eau qui sont mobilisés, qui aident les sapeurs-pompiers sur place. Concernant le bilan humain, il reste de 7 sapeurs-pompiers qui ont été blessés, 2 personnes civiles qui ont également été blessées, dont une est en urgence absolue. Et puis il y a ce drame dans ce lotissement ici dans la commune de Saint-Laurent, cette dame, cette femme qui est décédée dans son habitation et qui a été ravagée par les flammes. Les pompiers en tout cas vont continuer de travailler tout au long de la journée pour tenter d'éteindre ce feu qui progresse toujours, notamment en raison des conditions météorologiques qui ne sont pas du tout favorables pour l'arrêt, puisque il fait très chaud, dans les 30-35 degrés, la végétation est très sèche, et puis il y a évidemment ce vent qui ne faiblit pas. Marie Roux et Margot Sèvres pour ces images désolantes en direct pour BFM TV. Merci à toutes les deux. Alors pour bien qu'on comprenne où on se situe dans ce département de l'Aude, évidemment, dans le sud de la France. Là où se trouvait Marie Roux à l'instant, c'est Saint-Laurent de la Cabrerie. C'est là où il y a notamment eu ce lotissement où tout a été brûlé. C'est là où le feu a fait sa première victime, une personne qui est décédée, une sexagénaire qui a refusé de quitter son domicile, alors que bien sûr les autorités évacuaient ce lotissement. Le feu est parti juste au nord de la forêt de Ribaud. C'est de là qu'est parti le feu. Une enquête est bien sûr déjà lancée, ouverte pour déterminer les causes, les circonstances exactes de ce départ d'incendie. Incendie qui a déjà parcouru 14 000 hectares, qui suit bien sûr le vent. La météo n'aide pas, en direction du sud-est. Ce que vous voyez ici, c'est l'autoroute A9 qui est évidemment fermée depuis hier soir. L'autoroute qui relie Narbonne à Perpignan. Cette autoroute que les pompiers espèrent, dont les pompiers espèrent pouvoir se servir comme une protection pour éviter que le feu puisse la traverser, parce que bien sûr là c'est le littoral, avec notamment La Palme, station balnéaire, où des campings, 2 campings ont dû être évacués hier. En tout, des centaines d'évacuations, que ce soit du côté du littoral, que ce soit à La Palme, que ce soit dans cette région-là où il y a encore ce panache de fumée. Ce feu qui continue donc de progresser. Il y a des blessés également, des pompiers qui ont été blessés notamment. Certains ont repris déjà le travail pour lutter contre les flammes. Ils sont 1800 mobilisés actuellement, et inquiets notamment en regardant les prévisions météo. Ce vent très fort aujourd'hui qui pousse les flammes vers le sud-est. On fait le point avec vous, Yann Amis. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes météorologue chez Weather Co. Alors pourquoi la météo est clairement pas du côté des pompiers aujourd'hui? Alors c'est vrai que comme hier, en fait, on est dans le même contexte météorologique, à savoir un vent de secteur nord-ouest qui est relativement soutenu. Alors hier, il était particulièrement soutenu parce qu'on avait à peu près 20-30 km/h de vent, et surtout des rafales à 50-60 km/h observées, donc qui avait pour conséquence de favoriser, on va dire, la propagation du feu. Et encore aujourd'hui, on reste dans ce même type de configuration, mais à savoir que le vent est en train de baisser. Disons, le vent moyen est en train de baisser. On est à peu près avec une vingtaine de km/h et à peu près 30-35 km/h en rafale. Et ce que l'on va voir, notamment dans le courant de la journée, c'est que le facteur vent va baisser en intensité, donc qui devrait certainement faciliter aussi le travail sur place. Donc ça, c'est aux alentours de quelle heure qu'on peut espérer une accalmie du côté de la météo? Alors cet après-midi, ce qui va se mettre en place, en fait, c'est que le vent de nord-ouest va commencer à s'estomper. On le voit déjà un petit peu en termes des rafales. Et cet après-midi, on a un vent marin qui va se mettre en place, qu'on appelle une brise thermique, qui va reprendre une composante secteur sud, sud-sud-est. Donc c'est un vent qui va venir de la mer, qui va venir du pourtour côtier, et qui va monter progressivement à l'intérieur des terres. Mais cette progression de brise ne sera pas suffisante pour gagner notamment jusqu'à la zone de départ. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, merci Yann Amis pour ce point très complet sur BFM TV. La météo qui est évidemment très scrutée par les pompiers. Les pompiers au sol, 1800 pompiers mobilisés. Alors
Parmi eux, il y a aussi bien sûr des renforts qui sont venus d'un peu partout en France. Et puis il y a les renforts matériels, les renforts aériens, avec non plus 4, mais 6 Canadair mobilisés. C'est ce que vient de confirmer le sous-préfet de l'Aude à l'instant. Et les Canadair occupent une place considérable dans la lutte contre les flammes. Oui, ce sont des moyens extrêmement importants, extrêmement intéressants sur ce type d'incendie, parce que d'abord, le fait de pouvoir écoper à proximité leur permet de faire des rotations extrêmement rapides et régulières sur cet incendie, donc avec vraiment des actions d'extinction à l'eau qui s'avèrent efficaces. Et l'autre énorme avantage des Canadair, c'est leur capacité à éteindre le feu là où les troupes au sol auraient beaucoup de difficultés à accéder. Donc ça reste des moyens majeurs, et la stratégie adoptée aujourd'hui de renforcer la flotte de Canadair sur cet incendie montre bien que la volonté est d'essayer dans la mesure du possible, d'arriver avant la fin de la journée, donc avant que les avions ne puissent plus voler, arriver à fixer cet incendie au moins sur la partie la plus inquiétante qui pourrait menacer des habitations et les campings. Donc oui, ça reste des moyens extrêmement intéressants, complétés par les Dash qui, eux, l'arc du retardant, et effectivement des moyens terrestres extrêmement importants, 1850 sapeurs-pompiers. Imaginez être en capacité, comme ça, en moins d'une journée, d'arriver à gérer autant de personnel sur une zone aussi importante, 14 000, je crois, 14 ou 15 000 hectares, j'ai plus le dernier bilan en tête. 14 000 hectares. 14 000 hectares. Donc ce sont des moyens considérables à qui il faut confier les missions, qu'il faut surveiller, qu'il faut rediriger en fonction du déplacement du feu. Donc c'est vraiment une intervention extrêmement complexe à gérer, et les forces de sécurité civile, complétées par l'ensemble des acteurs mobilisés, montrent bien tout professionnalisme et la haute technicité qu'ils ont pour faire face à ce type d'événement. Avec donc ces Canadair mobilisés. Une photo à vous montrer, une photo très impressionnante. Alors elle a été prise hier soir dans la lutte contre les flammes, justement depuis un Canadair. Mais ce qu'elle montre est assez impressionnant. Cette photo, regardez, le nuage de fumée qui s'échappe de ces flammes, qui ravagent la végétation au sol. Cette photo qui est prise donc de haut, une vue aérienne, et qui montre une avancée des flammes effrayante. Il y a les flammes qu'on voit à la limite à peine parce qu'il y a cet épais nuage de fumée au-dessus, et tout ça, ça progresse. On voit notamment le sens de la progression au vu de la forme du nuage, avec ce vent qui pousse ces fumées, et ces fumées qui peuvent être très inquiétantes, viens voir, viens. mortelles en tout cas pour regarde le panache de fumée qu'il y avait qui hier. sur son chemin, Viens, vite. Les fumées, c'est le piège par excellence. En plus, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est des fumées qui sont d'une toxicité très importante et qui sont et là, il y a 14 000 hectares qui a été brûlés maintenant. Qui ont un pouvoir vulnérant sur les populations et sur les équipes de secours qui est considérable. Mais je reviens sur ce qui a été dit. Il y a eu un vrai travail d'anticipation qui a été fait depuis déjà très longtemps. D'abord, il y a la culture des feux de forêt en France. Et en plus, cette année, pour connaître quand même quelques pompiers, ils disaient tous, y compris sur vos plateaux, que ce serait un été particulièrement difficile. Donc tout ce travail de gestion de crise, qui fait l'anticipation dans la gestion de crise est très importante. Et ce travail a été fait et très bien fait. Après, on le sait très bien, c'est pas anticiper des crises, c'est pas les éviter. Les risques existent, ils sont parfois même particulièrement surprenants, voire inconnus. C'est aussi le cas cette nuit. Le département de l'Aude qui était en vigilance rouge, donc il y avait cette très forte alerte déjà chez les pompiers qui guettaient, c'est le cas de le dire, qui scrutaient le moindre départ de feu. Le feu est malgré tout parti, et les pompiers ont beau être extrêmement nombreux, mobilisés, c'est vrai que quand on voit ces images, on imagine la tâche et elle paraît insurmontable. Le porte-parole de la sécurité civile hier soir parlait d'un ogre.
cet ogre qui ronge, qui avale la forêt comme ça à une vitesse absolument incroyable, 5-6 km/h, donc la vitesse d'un homme qui marche. Pour rebondir sur ce que vient de dire Mathieu Langlois et le commandant d'opération de secours tout à l'heure, le colonel Christophe Magny, directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude, disait il faut qu'on s'attende, il faut qu'on se prépare à être surpris. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Je range ma chambre, nettoie, mais si je nettoie tout 5 minutes après, je vais pas dire de ranger, nettoyer. En espérant qu'il n'y ait pas de départ de feu, il y en a eu un à 16 heures. D'autres moyens étaient positionnés sur des départements de la bande méditerranéenne et ont été très rapidement mobilisés sur cet incendie également, avec une montée en puissance du dispositif très rapide et des moyens aériens considérables qui ont été engagés immédiatement. Tu sais pas mettre tes affaires sur une chaise. Pour autant, la théorie ne suffit pas. Dans ce type de situation, on est réellement dans une situation de crise où il faut faire preuve d'agilité et où il faut s'adapter. La vitesse moyenne de propagation d'un feu de forêt se calcule, alors on a tout un tas de méthodes par rapport au type de végétation, par rapport au relief, par rapport à la vitesse du vent, surtout par rapport à la vitesse du vent, et c'est en général, on l'évalue à 3% de la vitesse moyenne du vent. Là, très clairement, sur cet incendie, si on se basait sur la théorie, on aurait eu un incendie qui se propageait à la vitesse de 1,7-1,8 km/h par heure. En réalité, c'est 5 à 6 km/h. Donc on sort du cadre, je dirais, théorique, et c'est particulièrement important de l'avoir à l'esprit parce que dans le travail d'anticipation qui est réalisé, qui vise à mobiliser des moyens à des endroits bien précis pour pouvoir avoir une action efficace sur l'incendie, eh bien, ces moyens finalement ne sont pas forcément positionnés au même endroit, et il faut donc faire preuve de beaucoup d'agilité pour ne pas mettre la vie des soldats du feu en péril. Et justement, c'est tout ce que vous dites est particulièrement juste, et il y a probablement un travail à faire sur de pédagogie vis-à-vis de la population pour qu'ils comprennent ce que c'est que cette notion de surprise, d'incertitude, quelle est la contrainte que ça impose auprès des professionnels qui ont, eux, parfaitement compris que tout n'était pas maîtrisable. Ça, le logiciel, on est en train de le changer depuis déjà un certain nombre d'années, et c'est vrai par rapport à toutes les crises, mais en tout cas, la Société française de médecine de catastrophe, on fait un gros travail là-dessus pour essayer d'expliquer aux citoyens que on ne peut pas tout maîtriser, que cette surprise, il faut l'accepter, et que probablement qu'il a un rôle aussi bien dans l'analyse, dans la compréhension et dans l'analyse qu'il en fait, mais aussi probablement comme étant une ressource peut-être par rapport à ces surprises, cette capacité d'innovation qu'il faut. Vous avez parlé d'agilité, d'adaptation. Tout ça, il y a probablement des choses à retravailler tous ensemble. Et c'est à quoi la société française que je représente s'attelle. Marc Rolland nous a rejoint. Bonjour, capitaine de gendarmerie et porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Déjà 14 000 hectares parcourus par les flammes. Encore une fois, c'est 140 millions de mètres carrés. Je donne ces chiffres. Je ne sais pas si ça permet de se rendre compte de la superficie, mais enfin, c'est énorme. En gros, c'est la superficie de la ville de Paris. Bien au-delà même, avec sa banlieue à ce niveau-là, parce que ça a déjà bien évolué depuis ce matin, en effet. Et tout ça est parti d'un départ de feu, d'une forêt, avec des circonstances qui restent bien sûr à déterminer, puisqu'il y a une enquête qui est ouverte. Mais enfin, c'est ce qui est craint à chaque fois, c'est ce sur quoi les pompiers alertent. Attention, le moindre mauvais geste, quand bien même il ne serait pas volontaire, peut avoir ses répercussions. Et vous dites avec justesse, puisque 9 départs sur 10 de feux d'incendie sont d'origine humaine, reste à déterminer au travers des enquêtes judiciaires la part de responsabilité. S'agit-il d'un fait involontaire? S'agit-il d'un fait volontaire? Et en tout cas, il s'agit bien généralement d'un fait d'imprudence, d'inobservation, de manquement à des obligations de sécurité. Et en l'état, les gendarmes ont pour mission de rassembler les éléments de preuve, d'en rechercher les auteurs et de pouvoir les déférer en justice le cas échéant. Oui, parce que, en l'occurrence, le seul cas dans lequel un incendie peut se déclencher sans intervention humaine, c'est lorsqu'il y a de la foudre. À ma connaissance, il n'y avait pas d'orage hier soir dans ce département. Une enquête donc est déjà lancée, et l'enquête a véritablement commencé. C'est-à-dire que les pompiers luttent encore contre le feu, que différents acteurs cherchent des indices. Alors une enquête judiciaire, c'est également d'identifier, je dirais, l'aspect générique et général des faits. Nous avons déjà des constatations avec des victimes blessées, une victime décédée, des dommages collatéraux avec des atteintes aux biens et aux personnes, autant d'éléments qui provoquent in fine et nécessairement une enquête judiciaire pour des faits de dégradation, de destruction par incendie, par négligence, de manière involontaire, des peines prévues par le code pénal de 1 an à 7 ans d'emprisonnement. On va retrouver Hervé
qui est en direct avec nous à Portel des Corbières. Vous avez vous-même été témoin de cet incendie qui est toujours en cours. Alors, est-ce que Hervé nous entend? Hervé, en direct de Portel des Corbières, manifestement quelques problèmes de liaison. Si vous nous entendez, on aimerait avoir votre témoignage. Vous, qui avez vécu... Le réseau a un peu de problème, mais je vous entends. Vous qui avez vécu, été témoin de cet incendie qui est toujours en cours, déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à l'heure où on se parle? À l'heure où on se parle, je ne sais pas du tout. Mais je sais que nous, on a été évacués, le hameau là où j'habite, on a été évacués ce matin à 8h30. J'ai réussi à faire un aller-retour pour aller chercher tout ce qu'il fallait pour mes animaux et pour ma famille. Quand je suis reparti de chez moi la deuxième fois, toutes les maisons avaient été recouvertes de retardants pour le feu. Et monsieur le maire de la commune, monsieur Ténat, m'a dit que si les Canadaires n'arrivaient pas, il y avait un gros risque parce qu'on avait les flammes à 300 mètres de la maison. Donc vous avez dû évacuer tôt ce matin? On a dû évacuer tôt ce matin, oui. Et pour aller où? Toute la famille, les chiens, le chat. Où est-ce que vous avez été dirigé? Moi, je me suis réfugié chez ma mère à Portel des Corbières. En espérant que le feu n'aille pas dans cette direction et qu'on ne doive pas évacuer de là aussi, parce qu'à ce moment-là, ce serait catastrophique, on ne saurait pas comment faire. Là, je fais tout pour savoir si ma maison est encore en vie ou si elle est carbonisée. Je ne le sais pas. Je vais passer à table dans pas longtemps et après manger, je vais remonter au plus près de ma maison que je peux pour prendre des renseignements auprès des autorités. Et alors comment ça s'est passé cette évacuation très concrètement? Très concrètement, ce matin, de bonne heure, je me suis endormi à 6h du matin et à 8h30, l'épouse de monsieur le maire est venue taper à la porte en nous disant qu'il fallait évacuer le plus rapidement possible. Vous vous y attendiez à devoir évacuer au vu de la progression des flammes depuis hier déjà? Alors, comme je vous avais dit hier par rapport au vent, je ne pensais pas qu'on devrait évacuer, mais finalement le vent a tourné dans la nuit et les feux ont repris. Et finalement, comme je vous dis, on avait les flammes à 300 mètres de la maison. Dans ces cas-là, c'est quoi votre sentiment? De la peur, de la crainte de tout perdre, hein, parce qu'on n'a pris que le strict minimum. Le fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer, comment ça va se passer. Le fait qu'on ait des nouvelles de personnes, j'ai mes voisins qui m'appellent en permanence pour savoir comment vont les habitations. Je ne peux pas leur répondre parce que moi-même je n'ai pas de nouvelles. C'est une période très compliquée là. On vous sent inquiet, on vous sent aussi très ému. Mais comment vous voulez pas que je le sois? Inquiet, si ma maison elle brûle, bon, les assurances mettront le temps, mais elles rembourseront. Mais c'est quand même un patrimoine. Comme je l'ai expliqué à votre collègue hier, c'est grâce à mon papa que j'ai réussi à avoir cette maison. Oh, le pauvre. C'est toute une partie de ma vie qui s'envole en fumée. Et c'est cet inconnu, vous ne savez pas, alors on se parle, ce qu'il en est de la situation? Non, on ne sait rien parce que les seuls contacts que j'ai, même le numéro de M. Ténat à Fonjoncouz, on peut essayer d'appeler tant qu'on veut. De toute façon, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'électricité. Fonjoncouz est coupé du monde entier. Il s'est encerclé par les flammes. On a un pic magnifique en face de chez nous, le pic Saint-Victor, avec les antennes relais. Tout a pris feu. Tout a pris feu. Il n'y aura plus d'électricité pendant je ne sais pas combien de temps. Il n'y aura plus de réseau pendant je ne sais plus combien de temps.
on va être coupé du monde pendant un bon moment, ouais. Et force à nos pompiers et courage à eux parce qu'ils font un travail énorme. Et se battre comme je les vois se battre, c'est vraiment respectable. Merci beaucoup. Merci Hervé d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour nous donner des nouvelles, faire un état de la situation pour ce qui vous concerne. On comprend l'inquiétude, cette attente d'avoir bien sûr des informations concernant votre habitation que vous avez dû quitter dans l'urgence tôt ce matin et on vous souhaite bien sûr bon courage. On va retrouver Antoine Forestier, bien sûr, priorité au direct et priorité au terrain sur BFM TV pour suivre l'évolution de la situation, ces 14 000 hectares parcouru désormais par les flammes. Antoine, avec des sinistrés, parce qu'il y en a évidemment énormément. Oui, si vous étiez avec nous hier, on avait déjà échangé avec Jean-Loïc qui est à mes côtés. Vous veniez de revenir sur votre propriété, vous veniez de constater, et vous êtes de retour ce matin, on voulait prendre des nouvelles avec vous. Votre témoignage hier a ému beaucoup de monde. Vous revenez ce matin, quelle est la situation désormais 24 heures, un peu moins de 24 heures après le passage de l'incendie? Puisque vous étiez là hier, on a fait une interview et ça brûlait encore. Ça a brûlé jusqu'à tard dans la nuit. Je suis resté jusqu'à 1h du matin. Le village est venu voir. Et là, on arrive à peine puisque la route était bloquée vu qu'il y a d'autres incendies un peu plus loin. Voilà. Donc, je cours, bien sûr. Il n'y a vraiment plus rien. Voilà, il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Pas un bout de récupérable. Voilà. Les s'est-il passé depuis hier qui n'étaient pas tombés, j'ai vu. Ils sont tombés en partie. Et voilà. Oui, mais on est allé chez des amis en Arborne pour essayer de dormir, mais on n'a pas trop dormi, bien sûr. Et à 7h du matin, je suis revenu parce que je savais que le feu commençait au domaine. Voilà, au château Caragu et domaine à Grangette. Qu'est-ce qu'il y avait ici avant? On va montrer un peu tout ce qui était, tout ce qui a été brûlé par l'incendie. Et là c'était un préau, une avancée que j'avais fait sur les poutres. Et ensuite, il y a là, à ce niveau, il y avait le mur et le garage. Voilà, là-bas, j'avais le caveau. Là, salle de bain, il n'y a plus rien. Le WC à côté. Là, c'était une pièce unique, la grande pièce. Cuisine sur la droite et salle à manger avec mezzanine au-dessus pour avoir accès aux chambres. Voilà. Il y avait aussi un élan de solidarité hier. On a vu que vous aviez pu partir trop vite. Ça continue, vous avez reçu des messages? Vous avez reçu des messages de la part de vos amis? Oh, oui, ça y est, ils font leur métier. Vous disiez même des amis de Martinique? De Martinique, un peu partout. Voilà. Ça vous a touché? Oh, ben, bien sûr. Ils vont me proposer tout de l'argent et tout, il n'y a pas de problème. On a beaucoup d'amis, on s'aperçoit des vrais amis, là, à ce moment-là. Voilà. Excuse. Merci beaucoup. On m'attend pour déjeuner. Merci Jean-Loïc. Allez. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans ce lotissement, ce n'est pas la seule maison qui a été touchée, c'est celle qui a été la plus dégradée, vous l'avez constaté. Il y a d'autres maisons aux alentours sur lesquelles les pompiers ont réussi à intervenir et qui ont été brûlées partiellement, mais ici, c'est là où il y a vraiment le plus de dégâts, malheureusement. Il est en lisière de cette étendue de végétation juste autour et malheureusement, il n'a pas pu sauver sa maison, même si dans un premier temps, Jean-Luc nous le racontait hier, il avait son tuyau d'arrosage, il a dû évacuer, évidemment, et les pompiers n'ont malheureusement pas pu sauver sa maison. Antoine Forestier avec Baptiste Deveau, beaucoup d'émotions, beaucoup de sincérité dans les témoignages de ces sinistrés, entre ceux qui découvrent les dégâts causés par les incendies et ceux qui attendent d'avoir des informations et qui s'inquiètent. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 3 minutes pour suivre bien sûr l'avancée de la situation. 14 000 hectares parcourus par les flammes. Voilà, vous avez tout suivi.